Liliane Shalom, bonjour. Vous êtes, on peut dire, la représentante à la fois francophone et du monde séfarade au sein de la conférence des présidents américains, une conférence qui se réunit chaque année à Jérusalem et qui est actuellement dans la capitale ici pour rencontrer essentiellement les principales personnalités israéliennes, les principaux responsables politiques israéliens. La conférence a rencontré au cours des derniers jours Binyamin Netanyahou, le président de l'État Reuven Rivlin, le président de la Knesset Yuli Edelstein. Elle doit rencontrer également Benny Gantz, en perspective bien entendu des élections. Alors je voudrais d'abord avec vous, puisque vous êtes membre de cette conférence des présidents depuis de nombreuses années, essayer de bien comprendre l'importance et l'impact de cet organisme, qui est une sorte d'organisme représentatif du judaïsme américain. Essayez de nous expliquer un peu l'importance et l'impact de cet organisme. Je vous remercie. D'abord, laissez-moi vous dire que je suis ravi de vous voir et que je suis une grande admiratrice de votre analyse politique qui est toujours claire et précise. La conférence des présidents, c'est plus facile de le dire en anglais parce que elle représente les grandes organisations juives. Vous savez très bien qu'aux États-Unis, de donner des dons et déduit des impôts, c'est tout permis et c'est libre. Et donc, aux États-Unis, il y a peut-être, sans exagérer, 150 organisations juives. Au moins. Au moins, c'est honteux. C'est une soupe d'alphabet et d'initiales incroyable. La conférence des présidents a 52 organisations. Et elles réunissent, et elles ont des opinions et des agendas diamétralement opposés. C'est-à-dire qu'on peut trouver au sein de cette conférence, on va dire par exemple sur le plan religieux, à la fois des orthodoxes et des réformistes et des conservatifs. Vous avez par exemple le mouvement réformiste, mais des 50 États des États-Unis où il y aurait des Juifs. Le mouvement des conservateurs, qui sont le plus grand groupe religieux aux États-Unis, c'est Conservative Judaism. Et les réformés et les orthodoxes, l'union des orthodoxes, qui contrôle la cacheroute, tout. Donc, par exemple, ces trois qui peut-être ne s'aiment pas, on ne sait pas, au sein de la conférence, ont un respect les uns pour les autres parce qu'ils ont la même fonction. Si Israël est gratiné ou en danger, ou si une chose est de travers, chacun peut envoyer un email et avoir 1 million de Juifs mobilisés. C'est comme si, par exemple, 52 Hadassah, Emouna, la Fédération Sfarad, Zionist Organization of America, mais c'est un accès permanent au service d'Israël. Alors lorsque vous dites un accès permanent, ça veut dire que les hommes forts, on va dire, de cette conférence des présidents américains, des gens comme Malcolm Online, qui est le directeur, on va dire, presque directeur depuis de nombreuses années, mais l'homme fort de cette conférence, eh bien, ils ont leurs entrées à la Maison-Blanche. Malcolm Online est connu dans tout. D'abord, il a un rôle de défenseur du monde juif, pas seulement des juifs américains, de partout. Et aussi, il est un peu Christophe Colomb. Par exemple, il ouvre pour Israël des pays. Des portes, c'est-à-dire... Certains pays avec lesquels Israël n'a pas de relation. Oui, mais il porte avec lui quand il rentre, quand il prépare un rendez-vous dans ces pays, par exemple, à Azerbaïdjan, à Bakou, où j'étais avec lui, à Tbilissi, en Géorgie. Ils viennent maintenant de revenir d'Arabie Saoudite. Je ne sais pas si je peux le dire. Oui, on l'a dit. Mais bon, alors, alors, je les ai emmenés, moi, je les ai accompagnés au Maroc. Et Malcolm Online, pendant 30 ans, est le seul représentant qui peut arriver à la Maison-Blanche en donnant son nom, que ce soit un président républicain ou démocrate. Sans avoir pris rendez-vous, presque. Ah non, absolument pas.
Un coup de fil. Parce qu'ils savent que cet homme a accès à 2 millions de soldats. Oui. Et j'utilise le mot pour dire des gens au service d'Israël. Vous imaginez, parmi les religieux qui, eux, ont accès chaque semaine à la synagogue ou presque tous les jours, the Rabbinical Council of America, le conseil de tous les rabbins des États-Unis, ils sont toujours d'accord quand il s'agit d'Israël. C'est une force de frappe que personne ne connaît au fait. Alors, lorsque, par exemple, Benjamin Netanyahou rencontre, comme ça a été le cas il y a 2 jours, les responsables de cette conférence des présidents, lorsqu'il vous a parlé, c'est-à-dire quelle est l'attitude de ces responsables américains, parce qu'on sait qu'il y a eu des tensions ces dernières années entre Benjamin Netanyahou et les mouvements réformistes, les mouvements conservatifs. Ça ne se reflète pas dans ces propos ? Pas du tout. Même si ils peuvent ne pas aimer Netanyahou, ils respectent qu'ils sont au service du pays qu'ils gouvernent. Je vais vous donner un exemple. Parce que pour les États-Unis et pour tout le monde, cette conférence, elle a une force politique, une force de frappe de gens prêts à d'une abnégation totale pour l'État d'Israël, et ensuite une force économique. Le président actuel de la conférence des présidents est M. Arthur Stark. Il est très connu aux États-Unis pour une chaîne de magasins qui s'appelle Bed Bath & Beyond. Tout ce qu'il faut pour la salle de bain. Mais un empire immense. Avant lui, il y avait Ronald Lauder de Estée Lauder. Avant lui, il y avait Larry Tisch de Marlboro. C'est incroyable. Il y avait le plus grand constructeur des États-Unis, Tishman. Donc c'est véritablement un pouvoir immense. Immense, qui ne se vante pas, qui ne fait aucune réclame, mais quand ils rentrent quelque part, ils savent qu'il faut absolument faire attention à ce géant qui rentre, c'est un monstre. On voit, alors, la représentation de cette conférence des présidents, c'est surtout extérieure aux États-Unis, ou alors c'est surtout intérieur? Son action, elle est surtout vers l'extérieur, tournée vers l'extérieur, ou plutôt à l'intérieur de la communauté? Elle est internationale, parce que, par exemple, j'étais avec eux en Argentine, ils vont partout, ils ouvrent des portes et des possibilités pour Israël de faire du commerce, de développer des relations. Non, et puis s'il y a des Juifs maltraités, ils viennent plaider leur cause et ils disent mais nous on est capable, on a l'association de Bnei Brit et puis les avocats. Je vous donne un exemple. Une des organisations qui est ici, et elle s'appelle The Christians United for Israel. C'est des chrétiens des évangélistes. Oui, pas seulement des évangélistes. C'est des chrétiens de différentes obédiences, on va dire. Oui, voilà, de différentes obédiences. Je vous remercie. Donc, c'est très difficile pour moi de parler et de ne pas avoir l'air de quelqu'un qui est mythomane ou qui exagère, mais la présence de cette organisation est respectée partout. Alors demain, je vous donne un exemple. Il arriverait quelque chose, par exemple, en Argentine. Mais ils ont tous les avocats juifs et toutes les organisations et tout, jusqu'à ce qu'on trouve la vérité de ce qui a fait sauter l'ambassade d'Israël. Et ils ne lâchent pas. L'agenda que M. Online dirige est d'une diversité. Tout ce qui touche aux Juifs du monde, mais surtout à Israël. Alors, c'est surtout à Israël. Par exemple, y a-t-il des relations avec la communauté juive en France ? Je suis certaine que si. Seulement, la communauté juive en France n'a pas le pouvoir de lobbying, même sans faire le lobbying que la conférence a établi. D'abord parce que je me demande, vous savez, je ne connais pas du tout le système français, je me demande si
50 grands businessmen français qui soient juifs pourraient aller au Sénat français et influencer... Ou à l'Assemblée nationale. Ou à l'Assemblée nationale et influencer une législation en faveur des juifs ou de protéger les juifs. Ça, je ne connais pas le système, mais j'ai qu'aux États-Unis, croyez-moi, Malcolm et le président Arthur Stark, ils verront combien de signataires il y a qui demandent cette loi. Alors, il y a beaucoup de dossiers qui sont encore en cours. On a parlé, bien entendu, du plan de paix américain, mais je voudrais revenir sur, par exemple, un sujet qui touche aux Juifs américains et qui est très sensible aussi en Israël. Par exemple, la personnalité de Jonathan Pollard. Jonathan Pollard, qui est toujours qui a été libéré, mais qui est toujours on va dire en liberté restrictive à New York. Pourquoi finalement une association comme la Conférence des présidents n'arrive pas à convaincre la Maison Blanche de libérer Jonathan Pollard, de lui permettre de monter en Israël? Monsieur Haïk, je suis fier de vous d'avoir touché le seul pseudo-échec de la conférence, parce que ça touche à quelque chose de sacré pour les États-Unis. Pollard étant américain, pour eux, il a trahi son pays, il a désobéi. Donc, il n'a pas eu un premier ministre israélien qui n'a pas demandé, depuis Shimon Peres, Ehud Barak, tous ont demandé la libération de Jonathan Pollard. Mais, comme il avait transféré des renseignements à Israël, et qui était d'ailleurs très sensible, on n'a pas pu. On n'a pas pardonné et on n'arrive pas à aller contre la justice. Eh ben, vous voyez, quand vous regardez le spectacle qui se passe aujourd'hui de la justice contre même le président des États-Unis, vous voyez pourquoi Jonathan Pollard n'avait aucune chance d'être libéré. Ils sont en train d'accuser. Mais c'est ça le miracle de cette conférence. Dans cette conférence, il y a des gens d'extrême gauche et d'extrême droite. Et tout le monde vit ensemble. Mais vit avec un respect et une discipline légendaire. Eh bien, Liliane Shalom, merci beaucoup de nous avoir fait partager pendant quelques minutes donc l'histoire de cette conférence des présidents américains qui sont ici donc actuellement cette semaine à Jérusalem pour y rencontrer donc l'ensemble des responsables politiques israéliens à quelques jours des élections. Merci. Je vous remercie et je souhaite une bonne écoute de vos lecteurs, de vos écouteurs. Merci.